merci d'être venu pour cet atelier solution. On va parler un petit peu de l'histoire de l'amiante et notamment dans le cadre de Préventica bien sûr sur la prévention du risque amiante. Donc Luc Baillet, architecte, cofondateur de Réseau A+, en 1999, chargé de mission amiante de l'Ordre des architectes au niveau national depuis 1999. Et donc voilà, j'ai vécu l'arrivée de la réglementation depuis 1995 et je vous ferai une petite présentation très rapide mais historique de l'arrivée du repérage amiante avant travaux, de ce dont on va parler plus précisément, mais en reprécisant bien sûr d'où vient ce repérage amiante avant travaux. Donc moi je m'appelle Jean-Michel Capello, je m'occupe de formation en désamiantage. Donc j'ai commencé disons, ma carrière dans l'amiante il y a une vingtaine d'années en faisant du diagnostic et puis des analyses de laboratoire, au temps où on faisait les repérages, flocage, calorifugage, faux plafond. Et ensuite je suis passé à la formation et on fait de la formation des désamianteurs depuis aussi une vingtaine d'années. Et puis également des formations dans le cadre de la sous-section 4 pour les interventions ponctuelles. Et on est implanté donc à Lutterbach, à côté de Mulhouse, à Argentan, en Normandie, et puis depuis peu à Nancy, à côté de Nancy, pour des plateformes pédagogiques sous section 3. Donc, historique du repérage amiante avant travaux, dans le cadre de l'ensemble de la notion de repérage de l'amiante, en général, et plus particulièrement pour ce qui nous intéresse ici, dans l'immeuble bâti. Le 7 février 1996, 90 ans après la première alerte officielle de la dangerosité des fibres d'amiante, 1906, dans l'industrie notamment, 2 décrets fondateurs sont signés. J'insiste sur les 2 décrets fondateurs jumeaux, puisque pour la première fois, on a une réglementation qui va s'harmoniser entre le Code du travail et le Code de la santé publique, qui va toucher bien sûr beaucoup plus la population que les travailleurs, mais y compris les travailleurs. Et les 2 décrets, mémotechniquement, c'est très intéressant à souvenir. 96 pour l'année 96, évidemment, 97 pour le numéro du décret, Code de la santé publique, 96-98, le même jour, pour le Code du travail. Et comme les notaires le savent, les jumeaux, le plus ancien, c'est celui qui est sorti en 2e. Donc c'est bien le Code du travail, le 96-98, qui est le fondement même de cette réglementation repérage amiante, Code du travail, puisque dans le cas du travail, dans le cas de la prévention des risques, on regarde l'amiante depuis 1906. Le Code de la santé publique apparaît après, en 1996, et va imposer à la population et aux propriétaires un inventaire de l'amiante dans l'immeuble bâti. 26 avril 1996, donc 3 mois après, on a la première circulaire, 3 mois après, première circulaire qui va être vraiment la circulaire santé des populations, qui va vraiment donner le cadre d'application réglementaire des textes, décrets et arrêtés. Très intéressant parce qu'elle va effectivement concerner au début les 2 premiers matériaux dont on parle couramment, qui sont réputés matériaux friables, les calorifugages et les flocages, et va dresser le cadre opérationnel, l'inventaire des matériaux amiantins, mot que moi j'utilise, qui était refusé dans l'écriture de la norme. Amiantin, c'est qui contient de l'amiante. Un matériau amiantin, c'est un matériau qui contient de l'amiante. Un matériau amianté, c'est un matériau qui est pollué par l'amiante. Différence dans le repérage, on va repérer les matériaux amiantins, pas les repérer amiantés. Le 25 septembre 1998, on remonte donc, on continue dans le temps, toujours dans le repérage amiante, seconde circulaire, mais là, Code du travail, qui va s'harmoniser par rapport au Code de la population, enfin santé des populations, Code de la santé publique, puisqu'effectivement, on va rajouter au mois de septembre 1997 la notion de produit, la notion de matériaux, et dans le cadre pour pouvoir introduire les faux plafonds. Les faux plafonds, c'est un produit, ce n'est pas un matériau, tandis que les flocages et calorifugages étaient des matériaux. On supprime la notion, dès 1998, on supprime la notion de matériaux friables, 97 même, hein, on supprime la notion de matériaux friables dans le Code de la santé publique. Il faudra attendre 2012 pour la supprimer dans le Code du travail. On va introduire la notion de produit contenant de l'amiante, et non pas simplement matériaux, les produits. Le faux plafond est un produit, il est manufacturé, amené sur site à pied d'œuvre, contenant de l'amiante, et c'est contrairement au calorifugé au flocage, on ne constitue pas un matériau contenant de l'amiante à pied d'œuvre, on l'amène, on le fabrique en usine, on l'amène sur le chantier. Le 5 novembre 1998, on est toujours dans cette année-là, une première circulaire d'application du décret santé des travailleurs. Donc là aussi, on a vraiment cette circulaire santé des travailleurs qui va abroger une vieille circulaire de 88, vous voyez, donc 10 ans avant, on parlait déjà de ça. On va expliciter effectivement la mise en œuvre de l'ensemble des textes issus du décret travail 96-98 et on va tirer les premiers enseignements des questions soulevées par les acteurs de la prévention. Donc il faudra attendre donc à peu près 2 ans pour faire un premier retour sur la première période 96-98. Là aussi, une circulaire, la 588 du 5 novembre 1998, va définir pour la première fois, dans le cadre du Code du travail, les 3 grandes sections dont on va parler. La section 1,
à l'époque, existait activité de fabrication et de transformation des MCA, des matériaux contenant l'amiante. Alors pourquoi? Parce qu'en 96, on pouvait encore, jusque fin 96, on pouvait encore fabriquer, usiner des matériaux contenant l'amiante. Il a fallu interdire l'amiante au 1er janvier 97, mais pendant l'année 96, on pouvait encore. Et après, il y avait des dérogations. On avait encore quelques produits qui avaient des dérogations. Donc on a continué comme ça pendant un certain temps à autoriser effectivement les travailleurs produisant de l'amiante sur dérogation à travailler avec l'amiante. Section 2, à l'époque, activité de confinement et de retrait d'amiante. Alors confinement, à l'époque, il y avait déjà un petit malaise dans l'emploi du mot confinement, parce que Code santé publique et Code du travail jouaient sur cette notion de confinement. Là, il s'agit bien de ce qu'on appelle aujourd'hui l'encapsulage, c'est-à-dire le fait de protéger de façon durable les matériaux restant dans l'immeuble. Et retrait d'amiante, c'est la façon, le désamiantage pur de retrait. Et la section 3, à l'époque, c'était déjà les activités et interventions sur les matériaux appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante. Et donc les appareils et matériaux susceptibles, y compris le ferroviaire, les avions, etc. Donc dès 1996, on avait déjà dans la section 3 les activités et interventions sur les matériaux et appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante, ce qu'on appelle aujourd'hui la sous-section 4. Alors, on rappelle effectivement des dispositions communes. L'évaluation des risques comprend, à l'époque, dès 1996, l'identification et les recensements des sources de danger. C'est la première phase de l'évaluation des risques. Deuxièmement, l'analyse des modalités d'exposition des salariés à ces dangers. J'identifie le danger, je regarde comment le salarié est exposé à ces dangers. À l'époque, ça voulait dire aussi qu'en cas de démolition, puisque c'était retrait y compris en cas de démolition, l'entreprise avait la charge de faire un repérage exhaustif dans sa réponse à l'appel d'offres. Ce qui a provoqué quelques années plus tard le fait de transférer cette obligation de diagnostic avant démolition à la charge du donneur d'ordre, le propriétaire ou maître d'ouvrage, pour simplifier les démarches, surtout en marché public, parce que vous comprenez bien qu'on avait des écarts de 1 à 10 en réponse, puisqu'on faisait un cahier des charges sans diagnostic, les entreprises répondaient avec ou pas un diagnostic, provisionné, un certain nombre de choses, et on avait des écarts de 1 à 10. On a transféré cette obligation de repérage amiante avant démolition, maintenant, qui est dans le code de santé publique, qui est, je dirais, encore dans le code de santé publique. Il pourrait migrer dans un certain temps, revenir dans le code de santé publique. On va donc, voilà, la circulaire, elle donne aussi l'évaluation des risques. Pour la section 3, donc les interventions sur les MPCA, donc les plus nombreuses, qui concernent aujourd'hui encore 2 millions de travailleurs. L'évaluation des risques dès 1998, l'article 27 disait très bien, l'entreprise doit s'informer de la présence éventuelle d'amiante dans les bâtiments concernés. Deuxièmement, demander aux propriétaires les résultats des contrôles santé des populations qui étaient en cours. Donc, tester sur les dossiers techniques sur les caleffichages et les faux plafonds, et après sur les caleffichages et les flocages, après sur les faux plafonds, et après sur les dalles de sol, etc. Donc, toujours demander au propriétaire ou donneur d'ordre ce qu'il a à sa possession. Et évaluer par tout autre moyen approprié au titre d'intervention le risque éventuel de présence d'amiante. Faire le complémentaire, le repérage avant travaux. On demande au propriétaire son DTA aujourd'hui, et dès 1997, c'était déjà dit, eh ben, l'entreprise fait le reste. C'était marqué comme ça, l'entreprise fait le reste. C'est ça qui a évolué aujourd'hui. La norme aussi, puisque là on parlait de règlement, la norme. Je suis donc co-rédacteur de la norme depuis 2000, au titre de l'Ordre des architectes et de Réseau A+, c'est les deux casquettes. Cette norme sur le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, uniquement dans les immeubles bâtis. On ne va pas s'intéresser aux autres pour l'instant. Cette norme alors, elle a été donc, on a créé la commission en 2000, on a publié la première version de la norme en novembre 2002, la première révision de la norme en 2008 et la deuxième révision de la norme en août 2017. Donc là, c'est très récent. En 2017, on va limiter le champ d'application strict au domaine de l'immeuble bâti pur. Tout ce qui est autre l'immeuble bâti, ce sera d'autres normes. On a réservé à l'immeuble bâti. Et elle va servir de base, cette norme 46020, aux autres normes qui sont en cours de début d'évaluation pour sortir une norme, et on le va voir, sur les autres domaines d'activité. Quels sont ces domaines d'activité? Donc le Code du travail fixe aujourd'hui, dans le nouveau 96-97, donc l'article qui a été modifié donc, récemment par le 9 mai, le décret du 9 mai 2017. J'insiste, je ne fais pas tout l'historique du 9 mai, mais j'insiste aujourd'hui sur les 6, c'est vraiment ce qui est important de comprendre. On a 6 domaines d'activité. Les immeubles bâtis. Petite parenthèse, personne ne définit ce que c'est qu'un immeuble bâti. C'est quand même embêtant. Ni dans la norme, ni dans le règlement. On n'a pas été foutu 40 experts de la norme, les géomètres, les architectes, les bureaux de contrôle, les diagnostiqueurs. On n'a pas été foutu de donner la définition d'immeuble bâti. Je vous mets au défi de la trouver.
Même dans le code civil, elle n'est pas expliquée. Par contre, le code du travail dit, ben voilà, les immeubles bâtis, tout le monde sait ce que c'est que les immeubles bâtis. Bon. Les autres immeubles, donc les autres immeubles tels que terrain, ouvrage de génie civil, infrastructure de transport, les gares, souterraines, pas souterraines, les quais de gare, les terrains, les ouvrages d'art, les ponts, c'est dans cette catégorie numéro 2. Numéro 3, matériel roulant, ferroviaire et autres matériels roulants de transport. Les chars d'assaut. 4, les navires, bateaux et autres engins flottants, flottant dans l'eau, flottant dans l'air. 5, les aéronefs, y compris les dirigeables, hein, pourquoi pas, les aéronefs, le 5e domaine d'activité. Et il fallait trouver quand même l'endroit où on allait, puisqu'on a séparé de l'immeuble bâti les installations industrielles artisanales, les installations industrielles, pétrolifères, etc. Ben, on a trouvé une 6e catégorie, qui est un petit peu, je dirais, j'appelle ça la catégorie voiture-balai. Installation, virgule, structure ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité. Alors, il n'est plus marqué installation industrielle, ça rentre dedans, mais il y a aussi les artisans. Bah oui, les fours à pain, on les met dedans, c'est pas industriel, on les met dedans. Et tout le reste. Et là aussi, on n'a pas de définition de ce que c'est qu'une installation. La commission 46D n'en a pas traité. La commission 46B, maintenant, qui va s'occuper de cet article 6, est en train d'essayer de définir une définition de ce que c'est qu'une installation et une structure, un équipement. Une installation, par exemple, l'entrée de ce que vous avez Préventica, la bâche, la tente, c'est une installation ouverte au public. Bah, ce n'est pas un immeuble bâti, ce n'est pas un autre immeuble, c'est a priori une installation. Donc on aurait ici un repérage à faire amiante sur ce qui a été mis comme matériau dans la tente d'entrée et un autre type de normes pour le parti bâtiment. Et tout ce qu'il y a ici, ce sont des installations. Ce n'est pas du bâtiment. Les cloisons, les panneaux de cloison, etc. Les panneaux de cloison, les sièges sur lesquels vous êtes assis, ce sont des installations. Vous voyez, c'est des meubles. Eh ben, c'est là. Les articles, les meubles, c'est dans la 6e catégorie. Voilà, donc, avant toute intervention, c'était le titre, hein, repérage amiante, avant toute intervention. On peut comprendre ce que c'est qu'une intervention parce qu'on parle depuis longtemps le désamiantage et les interventions. Okay, on verra que le titre du décret, c'est plutôt opération, mais j'ai gardé intervention. Alors, les domaines qu'on a vus, les 6 domaines, aujourd'hui sont dans le Code de la santé publique du travail. Vous pouvez les trouver à l'article 44.12.97. Ceci dit, cet article a été modifié le 11 mai par le décret du 9, paru le 10 mai 2017, mais il n'entrera en vigueur que sur décision des arrêtés d'application qui sont en cours de rédaction. Un arrêté par chacun des domaines. Donc, au plus tard, on nous dit dans le décret, au plus tard le 1er octobre 2018. Dans les différentes manifestations récentes qui ont lieu par la DGT, Direction Générale du Travail, Madame Lester, qui est la chef du pôle amiante de la DGT, nous a déjà fait comprendre qu'il y avait un petit rallonge qui était déjà négocié aujourd'hui et qu'il faudrait plutôt attendre 2019 pour avoir l'apparition de ces arrêtés. La question étant, est-ce qu'on fait paraître un arrêté à la fois ou 6 d'un coup? Parce que si on en fait un à la fois, le décret rentre en application, les autres du coup, ben non. Donc ça va être compliqué de faire arriver un arrêté par rapport aux autres. Donc la question, elle est là aussi. Mais il y a une autre question, c'est qui va faire quoi à l'intérieur? Il y aura certainement des questions de Jean-Michel tout à l'heure. Donc, dans l'attente, l'ancien arrêté 44.12.97, dans sa version d'origine, avant le 9 mai, reste en vigueur. Et ça, effectivement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment tranché clairement l'arrivée du repérage amiante à la charge du donneur d'ordre. C'est là-dessus que je voudrais terminer. On impose aujourd'hui par le Code du travail, dans le futur article 44.12.97, l'obligation du donneur d'ordre de fournir à tout intervenant un diagnostic avant de faire quoi que ce soit. Donc dès effectivement la consultation. Dans la version d'aujourd'hui, du 96-97, c'est encore flou. C'est que, ou tout autre moyen, on n'impose pas vraiment cette notion de diagnostic qui est apparue avec le décret du 9 mai 2017. Donc, alors pour la petite histoire, ce décret du 9 mai 2017 devait apparaître depuis bien longtemps. Ça fait 4 ans qu'il est dans les tiroirs du ministère. Depuis le décret d'avant de 2012, il a manqué des cavaliers législatifs. Il fallait d'abord modifier la loi, et c'est la loi travail de 2016 qui a pu ancrer un texte législatif pour imposer aux donneurs d'ordre de l'entreprise le fait de faire un diagnostic. Il fallait aller d'abord trouver une loi pour faire un petit bout de cavalier, un petit bout de texte législatif pour imposer cette obligation. Donc il a fallu attendre la loi travail. Et c'est un amendement qui n'était pas prévu, qui est passé en catastrophe et qui est passé. Et que
Certains ne pensaient qu'il ne passerait pas, il est passé. Et en catastrophe, il a fallu derrière commencer à travailler sur les arrêtés. Et là où on verra, il y a des questions, on a des questions et des observations à faire sur ce fameux décret du 9 mai 2017. Voilà, donc c'était un petit inventaire pour bien comprendre que le repérage vient de loin, que bien entendu dans l'industrie et dans la gestion du risque amiante, on sait repérer les risques et c'est un risque chimique. Donc dans l'industrie, on sait repérer les risques chimiques depuis bien longtemps. 1906, c'est quand même la première fois où on dit par un inspecteur du travail, il y a quand même un problème avec les ouvrières de Normandie qui se prennent des fibres et qui effectivement provoquent des maladies, pas forcément cancéreuses, mais des maladies liées à l'amiante. Il y a un taux de mortalité plus important effectivement que dans d'autres industries. 1906. Donc il a fallu quand même attendre 90 ans pour pouvoir avoir la vraie réglementation d'interdiction de la fabrication et l'incorporation d'amiante dans les immeubles bâtis et dans le Code du travail, dans toute autre marchandise. On ne peut plus vendre, on ne peut même plus donner à titre gracieux aujourd'hui des produits contenant de l'amiante. On est obligé de les éliminer. Mais on n'a pas décidé l'éradication. Et effectivement, je terminerai sur un petit mot sur l'éradication à la fin pour présenter le stand du village amiante. Donc actuellement, on sait qui peut faire des repérages avant démolition. On a une norme 4620, donc nouvelle mouture au 1er octobre 2017, qui nous dit comment faire les repérages avant démolition, qui nous dit aussi comment faire les repérages avant travaux à peu près de la même façon, mais sur l'emprise du bâtiment sur lesquels porteront les travaux. Par contre, on ne sait pas actuellement, finalement, en attendant un arrêté du ministère du Travail, qui peut faire des repérages avant démolition. Est-ce que tu peux donc nous rappeler, en fait, qui peut faire quoi actuellement, en attendant la modification de la réglementation du travail et avant travaux, qu'est-ce qui doit être fait? Et parce que, alors ce qui a changé aussi d'une capacité, c'est que dans le cadre santé publique, donc on a maintenant deux niveaux d'opérateurs de diagnostic, avec ou sans mention. Est-ce que tu peux faire le point là-dessus? Alors oui, donc Code santé publique, tout ce qui est gestion de l'immeuble bâti, du patrimoine de l'immeuble bâti, hors travaux, donc y compris démolition, mais hors travaux, hors code du travail. Donc la démolition, programmation d'un propriétaire, je vais démolir mon bâtiment, je dois faire appel effectivement à un diagnostiqueur. La vente, la gestion des dossiers techniques, donc la gestion du patrimoine. Là, on a deux niveaux de certification. Je ne vais pas revenir dessus, ce n'est pas parce que je dirais, ceux-là sont certifiés pour tout sauf le code du travail. Donc à la rigueur, ça ne s'applique pas dans le code du travail. C'est très clair. Par contre, effectivement, le ministère du Travail a dit on va s'appuyer sur la base de la certification pour pouvoir peut-être dire que les travaux, ce sera dans telle configuration. Mais attention, ce sera pour que l'immeuble bâti. Donc dans la première définition. Là, on pourra effectivement dire on va s'appuyer sur les diagnostiqueurs déjà formés, certifiés, et a priori, quelque chose de simple, niveau sans mention, quelque chose de compliqué, niveau avec mention. On attend l'arrêté, comment on va pouvoir définir. Toutefois, virgule, et toute autre personne compétente. Voilà ma question, la réponse. Toute autre personne se déclarant compétente. Aujourd'hui, et encore virgule, point virgule, y compris, et ça, ça a été conservé, l'entreprise a quand même sa gestion de l'évaluation des risques. Donc l'entreprise, ou le donneur d'ordre entreprise, ou le donneur d'ordre bailleur social, peut aujourd'hui faire un diagnostic par un de ses salariés. Ça ne pose aucun problème. C'est l'évaluation des risques. Donc demain, ça conservera, il y aura toujours virgule, et des personnes compétentes. Sur quoi? Respecter la norme. C'est toute la nouveauté, c'est qu'effectivement dans l'arrêté, il sera respectant la norme. Personne compétente respectant la norme. Alors qu'aujourd'hui, la norme n'est citée nulle part. Elle n'est pas réglementaire, elle n'est que normative. Et pour la première fois, le Code du travail va citer la norme. Toute personne compétente respectant la norme. Point. Ce sera ça la réponse sur. Donc les niveaux de certification, ça jugera certainement pour l'immeuble bâti. Je parle qu'il y a tous les autres domaines, hein, mais pour l'immeuble bâti, certainement ça jouera. On va les reconnaître en disant ils existent, mais ce ne sera pas l'exclusivité. Oui, donc l'entreprise doit faire son évaluation des risques, donc savoir la nature des matériaux que ses salariés vont toucher. Mais le donneur d'ordre a quand même une obligation aussi de respecter les principes généraux de prévention. Dans ce cadre-là, donc, il doit signaler les dangers et donc dans ce cadre-là, il doit faire aussi un repérage. Donc, on va dire entre nous, actuellement, qu'est-ce qui serait recommandé pour chercher un prestataire de repérage pour faire un repérage avant travaux? Si on veut les critères, aucun. Donc, respectant la norme est sortie, il faut respecter la norme. Donc, le seul critère que le donneur d'ordre peut faire aujourd'hui, parce que la norme est publiée au mois d'août, mais on a laissé 2 mois le temps de la... Voilà. Depuis le 1er octobre 2017, la norme 46020, elle est normative, elle n'est pas réglementaire, mais comme si elle est imposée contractuellement, et y compris dans les marchés publics, je rappelle qu'une norme homologuée,
Elle est donc de droit, règle de l'art, applicable s'il n'y en a pas deux. Il n'y en a plus deux depuis le 1er octobre, il n'y en a plus qu'une. L'ancienne version étant périmée. Donc là, la règle de l'art, impliquée devant les tribunaux, en marché public, c'est la norme, même si elle n'est pas réglementaire. Une norme homologuée est une règle de l'art dans les marchés publics, elle doit être citée. Pour les marchés privés, c'est contractuel. Donc passer contrat, demander un repérage avant travaux, selon la norme. Dans ces cas-là, le bon professionnel va vous dire « Ok, c'est quoi votre programme de travaux ?» Je ne sais pas, je fais tout. C'est un exemple classique. Donnez-moi votre programme de travaux. Oui, mais ça, on verra bien selon votre diagnostic. Donc, on sait le serpent qui se mord la queue. Ok, je fais un diagnostic, je ne sais pas quels sont les travaux. C'est pas normal, c'est un écart par rapport à la norme. Donc, si on le fait, je fais tout. Je regarde tout, il n'y a pas de liste. Donc, je regarde tout selon la norme. Et je vous fais des trous partout, je vous fais de la démolition. Bah oui, que si je fais des trous partout, ah bah non, c'est occupé. Ah bah si c'est occupé, il va falloir revenir. Donc, il y aura des exclusions par rapport au rapport. Et on est bien dans le contenu, la norme. Aujourd'hui, il n'y a pas de certification, il n'y aura pas de certification, il n'y a pas de reconnaissance, même pour les assurances. Tout le monde peut le faire, simplement, devant un juge, le réflexe, c'est d'imposer la norme 46020. Juste une dernière question pratique. Il est prévu dans la norme donc, de quantifier les matériaux, ce qui est tout à fait nouveau par rapport aux versions précédentes, puisque avant on identifiait des matériaux amiantés. Maintenant, il va falloir quantifier, quantifier des surfaces, des masses, etc. Expliciter. Est-ce qu'il y a une méthodologie ? Alors je te reprends, c'est pas dans la norme, c'est dans le décret. Dans le décret, le règlement impose, alors là une petite phrase, et la quantification. La quantification. Bon, c'est... alors on prend comme exemple, qu'est-ce qui donne comme diagnostic qui fait la quantification? Eh bien on va dire tout de suite, le ministère du Travail dit ça, enfin le Jack déchet avant démolition. Jack déchet avant démolition de la quantification, vous faites une démolition, vous devez trier vos déchets, hop, et on va faire la quantification. Sauf que ça c'est un métier. Il faut être assuré. Il faut être assuré comme économiste de la construction. Et pas comme diagnostiqueur. Ah oui, parce qu'on donne des engagements sur les quantités. Ah oui. Et le foisonnement, c'est quoi le foisonnement? Ah bah le foisonnement, je ne sais pas ce que c'est. Bah là, on a déjà tout faux. Parce que c'est de la démolition, il faut être habitué. Donc les gens qui assurent, les assurances qui assurent, les diagnostiqueurs qui font du diagnostic déchets avant démolition, c'est une assurance spéciale. Ils s'engagent contractuellement sur les déchets et les résultats. Donc là, déjà, effectivement, ceux-là pourront faire, effectivement, pourquoi pas un diagnostic en travaux. Ce n'est pas tous les diagnostiqueurs. Alors la notion de quantification. La notion même de quantification, la réponse, c'est Sylvie Lesterp qui la donne elle-même aujourd'hui partout, donc chef du pôle de santé de travail, qui dit enfin, il faut bien que quelqu'un la donne, cette quantification. C'est texto, c'est moi, je l'ai ici enregistré. Enfin, les amianteurs ont besoin de quantité. Donc, les diagnostiqueurs, ils font la quantification. C'est très simple. Pardon, parce qu'il existe les économistes de la construction, les maîtres d'œuvre, dont c'est le travail de prendre un diagnostic et de le traduire en programme de travaux. Ça s'appelle la maîtrise d'œuvre. Et l'OPQUBI, par exemple, j'en fais pas partie, mais l'OPQUBI pour les ingénieurs fait une qualification spécifique maîtrise d'œuvre amiante. Comment lire un diagnostic et traduire des quantités et des process. Là, c'est la maîtrise d'œuvre. Donc la réponse à Mme Lesterp, c'est la maîtrise d'œuvre, pas les diagnostiqueurs. Les diagnostiqueurs, ils ne s'engagent pas. Et dans la norme, on a toujours, et y compris le PQBI, Syntec, Untech, tous les économistes ont dit hors de question qu'on impose et qu'on oblige de la quantification par la norme. Et on ne trouvera aucune notion de quantification dans la norme. Parce que c'est une décision collective depuis l'an 2000. On a dit pas de quantification, c'est le travail de la maîtrise d'œuvre. Cette norme est faite sur le repérage, donc il n'y a pas de quantification de produit. Il y a une indication de surface graphique, ça part d'ici, ça va jusque-là, combien ça fait, je ne sais pas. Mais ça part d'ici, ça part de là, sur une cartographie. Les arrêter, c'est compliqué de les sortir aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas se baser sur la norme, et sur quoi on va se baser pour parler. Alors Sylvie Lesterp dit que ce sera une estimation. Je vous rappelle, pour le DPE, diagnostic de performance énergétique, il y a eu un grand débat entre les économistes et les contrôleurs techniques. Les contrôleurs techniques qui n'ont pas le droit de faire de maîtrise d'œuvre se payaient quand même le luxe de faire la quantification qui est la maîtrise d'œuvre. Ils se sont fait attaquer, ils se sont fait débouter, les contrôleurs techniques n'ont pas le droit de faire de maîtrise d'œuvre, donc d'estimatif. On a le même débat que sur le DPE. Alors si on a encore un petit peu de temps, oui, c'était une question sur le... On sait que 70% des travaux de rénovation en fait, sont réalisés chez les particuliers. Comment leur passer l'information sur les repérages? Est-ce qu'il y aura un programme d'information générale? Parce que ça va être difficile à faire passer. Parfois. Alors la question c'est, on va faire un test, allez, on va faire lever les mains. Parmi vous, il y a des particuliers, vous êtes tous professionnels, mais vous êtes tous un petit peu particuliers. Je pose la question, est-ce que vous pensez sincèrement que le particulier est soumis à la réglementation du Code du travail? Alors, ceux qui lèvent, on va lever les mains. Est-ce que vous pensez que le particulier est soumis au Code du travail? Est-ce que ceux qui pensent oui, lèvent la main?
Ouais, dans ce sens-là, c'est pas mal, on lève pas la main, hein. On ne va pas se désigner. Eh bien si, vous êtes concerné par le code du travail. Eh ouais, pourquoi? Quand vous faites travailler un travailleur, vous faites vous-même. Ah, attention, je n'ai pas dit vous-même, j'ai dit particulier concerné. Oui, il est concerné quand il va faire l'appel à un artisan. Vous le faites vous-même? Non. Vous faites appel à un artisan? Oui. Ah, donc vous êtes concerné par principe. La dérogation, c'est que vous n'êtes pas concerné si vous le faites vous-même. Mais le code du travail s'intéresse aux travailleurs, pas effectivement à la population. Donc tous les particuliers ici dans la salle et dans les 600 000 personnes qui sont dans Préventica sont concernés un jour ou l'autre. Ils s'appellent le plombier pour une réparation. Même le plombier pour une réparation. Même l'électricien, ou même quoi, allez, je ne vais pas donner de nom, mais les installateurs de fibre optique aujourd'hui, qui passent dans les appartements pour proposer la fibre et qui font blém, 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 blém. Eh ben ouais. Ou qui soulèvent des faux plafonds. Eh ben ouais. Mais pire que ça encore, on a ici des témoignages sur les gens qui font de l'isolation à 1 €. L'isolation à 1 €. Formidable, l'isolation à 1 €. Et ils ont fait un diagnostic amiante avant de retirer la laine de verre? Non. Et de percer le toit? Non. Bah si, ils sont obligés. Et vous êtes responsable, vous avez donné un ordre à une entreprise, vous êtes donc responsable. Et l'inspection du travail débarque, elle dit, bah alors, il est où votre diagnostic? Déjà aujourd'hui, hein. Il est où votre diagnostic que vous avez donné à l'entreprise? Aucun? Boum. On arrête le chantier. L'amende, c'est quoi? Vous n'aurez pas d'amende, mais le chantier est arrêté. Et l'entreprise se fait engueuler parce qu'elle n'a pas non plus demandé le diagnostic au donneur d'ordre. Eh oui. Donc elle se prend une prune et une amende parce qu'elle n'a pas demandé le diagnostic, et vous prenez un arrêt de chantier parce que vous n'avez pas donné le diagnostic. Donc les particuliers sont concernés. Comment faire passer le message? Alors là, je dirais qu'il faudrait qu'il y ait quand même une grande campagne d'information. Parce qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu une campagne d'information sur l'amiante, jamais. Donc il n'y en a pas. On parle des DPE, l'économie d'énergie. On a quand même réussi à former 30 000 artisans par la CAPEB sur le RGE, hein, réputé garant de l'environnement, pardon, pas de l'économie. Et donc 30 000 artisans formés sur l'amiante, zéro. Est-ce qu'il existe une liste de matériaux ne contenant pas d'amiante par nature? Parce qu'en fait, on doit repérer les matériaux et produits contenant l'amiante, mais s'ils ne contiennent pas d'amiante par nature, on ne les repère pas. Alors est-ce qu'il y a une définition? Alors c'est simple, encore une fois, non, donc ça sera très court. Il n'y a pas de définition de matériaux, donc il n'y en a pas. Il n'y a pas de définition réglementaire du matériau ne contenant pas d'amiante par nature. Bon, j'ai par contre été chargé du monde de la norme de faire un tableau récapitulatif des différents matériaux susceptibles de ne pas contenir d'amiante par nature. Et bien on n'a pas réussi, parce que les ministères ne veulent pas donner de définition de ce qu'ils appellent, qui est pourtant réglementaire, la notion de matériau qui ne contient pas d'amiante par nature. Eh bien, c'est pas simple. Alors, je vous donnais quelques images. Le bois d'œuvre en chêne de 1850, on peut penser qu'il ne contient pas d'amiante, le bois. Par contre, la peinture qui est dessus, je ne serais pas sûr. La céruse qui est dessus, je ne suis pas sûr non plus. Mais le bois de chêne, oui, le bois brut, pas de problème. La pierre, la pierre, ça dépend laquelle, hein, parce que comme je rappelle, c'est un minéraux. Bon, donc il n'y a pas de définition. Donc effectivement, aujourd'hui, on peut classer, à ma connaissance, il n'y en a pas. C'est tout ce que je pourrais dire.